Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013, modifié et complété portant code de procédure pénale, puis approbation des statuts de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation pour la mise en place de la base de données sur l'enseignement supérieur. La délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur a, entre autres attributions, l'évaluation des enseignants et chercheurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À cet effet, elle a besoin d'informations et de données fiables lui permettant d'accomplir efficacement sa mission. Pour ce faire, elle a élaboré des formulaires digitalisés en vue de collecter par elle-même certaines informations à traiter et à visualiser dans un environnement approprié. Par ailleurs, d'autres renseignements et statistiques à caractère général nécessaires à son action sont censés être disponibles dans les bases préexistantes. Or, celles-ci sont actuellement éparses et peu consistantes pour être judicieusement exploitées aux fins de besoins spécifiques. D'où l'intérêt à disposer d'un outil permettant une automatisation de ces processus internes, une interopérabilité entre différentes structures et un accès en temps réel à des statistiques crédibles. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour la mise en place d'un système d'information et d'une base de données spécifique sur l'enseignement supérieur. En point 2, réalisation des études d'impact environnemental et social de certains projets du programme d'action du gouvernement. Sont concernés par les présentes études, d'une part, les projets de construction du stade départemental de type Omnisport à Parakou, puis de reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. Est pris en compte, d'autre part, le projet de construction du Musée des Arts contemporains de Cotonou avec une composante intégrant l'impact environnemental et social ainsi que le plan d'action de réinstallation. À terme, leur réalisation permettra de renforcer la disponibilité en infrastructures sportives et culturelles modernes afin d'encourager la pratique du sport, en particulier chez les jeunes, et de contribuer au rayonnement culturel de notre pays. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025. S'agissant des mesures individuelles enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire exécutif de l'Autorité de régulation des marchés publics, M. Ludovic Guédié, secrétaire exécutif du Conseil national de l'éducation, M. Chabi Clément Worou, au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Directeur général du Centre national de sécurité routière, M. Ariel Sacramento, je vous remercie. Face à la presse locale, le jeudi 8 février 2024 à Cotonou, Patrice Talon n'y est pas allé par 4 chemins. Le débat sur un éventuel 3e mandat ne vaut pas la peine d'exister. Nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Non, c'est pas vrai. Non, c'est à chacun de nous, surtout vous, de rappeler les gens à l'ordre, si je peux utiliser l'expression, pour dire non, le Bénin n'est plus à ça, après c'est fini. Au plan national, même vu de l'étranger, de l'international,
Nous avons tourné cette page-là. Le Bénin est un autre pays. Le Bénin n'est plus dans cette catégorie-là. Des propos qui ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Et pourtant, le débat continue d'être alimenté. Pour Bertin Korovi, puisque la Constitution de 1990 a été révisée, nous sommes dans une nouvelle république. Par conséquent, le jeu est encore ouvert. La loi dispose pour l'avenir. Il y a un principe sacro-saint en matière de droit. La loi n'est pas rétroactive. Et étant dans une nouvelle république, j'irai même plus loin, dans une nouvelle constitution, cette disposition commence à partir de 2021. Ce que dit le président est vrai, mais c'est vrai à partir de 2021 et il n'y a pas de polémique en la matière. La même constitution, à l'article 80, dit que les députés ne peuvent avoir que 3 mandats. Rachid Gbadamassi a déjà eu 4 mandats, il a été candidat. Eric Ondete a déjà eu 3 mandats, il a été candidat. Pourquoi vous voulez que la même constitution favorise d'aucuns et pénalise d'autres? Maintenant, ça c'est un débat intellectuel. Je n'oblige pas le président Patrice Talon à être candidat s'il ne veut pas jouir de son droit constitutionnel. Quand une constitution a été charcutée comme la nôtre l'a été, mais ça devrait interpeller. Le professeur Diogbenou, membre de la société civile, n'avait-il pas dit qu'une seule virgule enlevée à la constitution du 11 décembre 1990 va nous entraîner dans une nouvelle constitution, une nouvelle république? Le même, en tant que président de la Cour constitutionnelle, a validé, mais tout un pan de modifications qui a changé structurellement les institutions. Aujourd'hui, on a un vice-président. Aujourd'hui, les députés, ce n'est plus 4 ans, c'est 5 ans. Aujourd'hui, les députés ne peuvent plus faire autant de mandats qu'ils veulent. Ces 3 mandats, on ne peut plus. Aujourd'hui, nul de sa vie ne peut être président plus de 2 fois dans sa vie. Mais ça commence en 2021. Et l'article 157 alinéa 3 dit que toute cette disposition-là prenne effet à partir de 2021, après que le nouveau président ait prêté serment. Aujourd'hui, le mandat au CES, c'est-à-dire tout est aligné sur 5 ans, 5 ans, 5 ans. Et on a une élection générale en 2026, ce qu'on n'a jamais eu. Je ne voudrais pas qu'on se mente. D'ailleurs, j'irai même plus loin. La constitution du 11 décembre 1990 ne peut pas justifier la création de la criette. Ce serait illégal. Parce que la nature de la criette ne peut pas s'articuler dans cette constitution-là. Les regards sont alors tournés vers la Cour constitutionnelle pour trancher. Ce sont de grands défis qui attendent la commune de Komé pour 2025. À l'ouverture de cette première session ordinaire qui réunit les élus communaux et les différents responsables administratifs, la première autorité de Komé plante le décor concernant les grands chantiers qui attendent sa commune. Cette première session ordinaire reste un moment crucial car elle nous offre l'opportunité d'évaluer nos performances à travers les rapports d'activité de l'administration communale, revoir les recommandations issues des précédentes sessions pour en mesurer les impacts et ajuster les stratégies, adopter des mesures et initiatives pertinentes en phase avec les aspirations de nos populations et les priorités stratégiques de notre commune. Les points inscrits à l'ordre du jour reflètent des enjeux majeurs pour le bon fonctionnement de notre municipalité, parmi lesquels la validation des rapports d'activité permettant de tirer les enseignements de nos actions passées, le renforcement des capacités du personnel communal, essentiel pour améliorer l'efficacité de nos services, la présentation de projets innovants tels que la mutuelle organisée pour le développement de l'épargne et du crédit, appelé MODEC, qui vise à promouvoir l'autonomie financière et la solidarité locale. Le partenariat public-privé avec la centrale intercommunale d'équipement du Bénin, CIPEB, une opportunité stratégique pour mutualiser les ressources et renforcer nos capacités infrastructurelles.
Pour relever ce défi qui mobilise les différents acteurs de développement de Comé, ce cadre de travail vient donc à point nommé. Les défis auxquels nous faisons face exigent de nous un engagement collectif sans faille, un sens aigu de la responsabilité et une capacité à transcender les intérêts individuels au profit de l'intérêt général. Chaque décision que nous prendrons au cours de cette session devra être guidée par une vision claire, celle de bâtir une commune prospère, inclusive et résiliente. Je vous invite à aborder les travaux de cette session avec un esprit de pragmatisme, de collaboration et de respect mutuel. C'est donc sur ces bases que les réflexions sont menées au cours de ces assises, placées sous le signe de l'innovation et de la consolidation des acquis de la commune de Comé. Des motos flambant neufs, acquises sur fonds propres par la mairie de Comé, elles sont chiffrées à un coût global de 9 994 000 francs CFA. Ces 10 engins faciliteront la collecte des ressources au niveau de la mairie et permettront aux forces de l'ordre de jouer pleinement leur rôle pour la quiétude des paisibles populations. Sans les motos, nous ne pouvons pas aller dans les contrées, dans les 5 arrondissements pour pouvoir mobiliser les ressources. Aujourd'hui, que nous avons ces moyens roulants, je crois que nous pouvons mobiliser au moins la moitié de milliards afin que la commune de Comé, j'insiste, afin que la commune de Comé change de statut. Aujourd'hui, la commune de Comé est à un statut ordinaire et tout le monde s'étonne que Comé qui est une ville carrefour, comment notre commune peut être encore à ce statut maintenant. Avec l'achat de ces motos et remis aux bénéficiaires, ils peuvent aller nous chasser les ressources, surtout les ressources propres, afin qu'on change de statut d'ordinaire à intermédiaire pour le devenir de notre localité. Aussi, nous avons remis de motos aux trois commissariats de la commune de Comé, ce qui va leur permettre aujourd'hui de sécuriser toute la commune de Comé. Parce que la sécurité n'est plus l'affaire d'une seule personne, mais l'affaire de nous tous dans la commune de Comé. Donc ils sont là aussi pour nous aider à sécuriser les coins et les recoins de toute la commune de Comé. Très ému par cet acte posé par le conseil communal de Comé, les bénéficiaires assurent d'une utilisation responsable et efficiente du matériel de travail et promettent faire cette année un bond significatif en matière de mobilisation de ressources propres pour la commune. Il y a eu 10 motos qui ont été achetées et 4 motos ont été distribuées au commissariat de la commune de Comé. Et nous sommes 6 personnes qui ont réussi au niveau de la mairie aussi. Et nous qui sommes sur le terrain pour la mobilisation des ressources propres, nous promettons à la mairie de Comé que la recette de cette année sera au top, sera au rendez-vous. Nous allons redoubler d'efforts pour que l'objectif soit atteint. Avec ces moyens roulants, le conseil communal de Comé entend donner un nouvel élan aux activités de la mairie pour assurer un développement harmonieux de la ville. Tirage au sort assez lourd pour le Bénin parce que le Bénin se retrouve face au Sénégal, à la RDC et puis face au Botswana. Statistiquement parlant, la plus grosse équipe en termes de performance, si on se tenait à l'édition passée de la CAN, c'est la RDC. Puisque la RDC s'est arrêtée demi-finaliste, donc 4e pour une CAN précédente. La RDC se retrouve dans une position assez grande pour le Bénin. Mais compte tenu des palmarès antérieurs et de la qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe qui est placée à la première position, c'est le Sénégal. Sénégal qui n'est pas aussi négligeable parce que le Sénégal, c'est quand même une CAN avant la Côte d'Ivoire. Et le Sénégal, on connaît un peu les hommes forts du Sénégal. Le Bénin se retrouve aujourd'hui face au Sénégal, à la RDC, au Botswana. La plus petite équipe, l'adversaire qui sera peut-être un peu facile pour le Bénin,
sera bien sûr le Botswana, puisque c'est une équipe qu'on va encore connaître, qu'on va redécouvrir dans son entièreté lors de cette CAN, puisqu'on ne les a pas vus depuis longtemps. On a vu un peu l'équipe se qualifier pratiquement dans les dernières journées des qualifications. Donc c'est une équipe qui sera prenable quand on regarde le Bénin, l'équipe béninoise que nous avons aujourd'hui. Sinon, les deux autres adversaires, le Sénégal et la RDC, le Bénin va devoir batailler un peu dur pour se frayer une place dans ce trio-là. Statistiquement parlant, le Bénin n'a pas tellement de chance pour être dans les deux premières positions. Mais comme nous connaissons l'équipe béninoise qui prend des qualifications là où on ne les attend pas, on espère que le Bénin fera de grandes choses pour cette CAN et peut-être dépasser un demi-finaliste ou possible se donner peut-être une première place devant le Sénégal, bien sûr. Je pense que c'est un tirage très favorable pour les Guépards du Bénin. Ils sont logés dans le groupe D avec, c'est vrai, le Sénégal vainqueur de la CAN en 2021, mais également la RD Congo qui a déjà gagné 2 fois cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis un dernier pays qu'on peut peut-être qualifier de petit poussé, les Zèbres du Botswana. Pour moi, c'est un groupe très jouable pour les Guépards du Bénin. Il suffit simplement de continuer avec l'esprit collectif qui a prévalu au cours des éliminatoires de cette CAN Maroc 2025. Et je crois que le tout pourra être joué et l'entraîneur devra forcément compter sur de nouveaux joueurs, je l'espère bien pour lui, qu'il fasse une bonne pioche, qu'il rajeunisse davantage la troupe. Et pour moi, le tout sera joué parce que l'ambition du Bénin pour cette CAN, pour cette 5e participation, devrait d'abord être de pouvoir gagner un premier match. Parce qu'on ne l'a jamais fait. Donc ça doit être le défi des Guépards du Bénin, gagner au moins un match. Et je crois qu'ils ont les moyens, les atouts pour le faire. Et le Sénégal, c'est vrai, un peu en décrépitude peut-être, mais même s'ils tiennent, le Bénin a montré quelque part qu'il peut tenir tête aux Sénégalais. Ici, on l'a fait. C'est vrai que 2 matchs dessus ne se ressemblent pas. Mais je crois quand même que quelque part, on a les moyens, les atouts humains pour pouvoir le faire. La RD Congo, on l'a déjà affronté plusieurs fois, on le connaît. J'ai même vu l'humour de Steve Mounier avec son coéquipier de Augsbourg, Essendé, qui est congolais, et il disait que ça va être intéressant de tomber dans le même groupe que lui. Je crois qu'aujourd'hui, le Congo est en train de rajeunir son équipe avec des jeunes comme Wassa, mais ça ne pourrait pas forcément nous inquiéter. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de vastes zones de la plus grande ville de l'Est du Congo. Des paramilitaires roumains au service de Kinshasa se sont rendus au Rwandais après avoir été arrêtés et reconduits par les rebelles vers la frontière. Nous avons libéré les mercenaires. Ils sont partis chez eux. Ils étaient au nombre de 289 mercenaires. Merci. La population de Goma qui soit calme, non, la paix est là. Nous sommes une armée du peuple. Nous allons veiller pour leur sécurité. Nous avons seulement amené la paix. La paix, nous les avons amené la paix. Pas de tracasseries. Chez nous, on ne vole pas, on ne viole pas. Il y a la paix maintenant totale. Donc, c'est une armée du peuple. Ce qu'il faut faire, maintenant, il faut dénoncer tous ces bandits-là qui se cachent encore avec des armes. Alors, qu'ils puissent un peu travailler avec nous dans ce sens, afin que nous puissions les arrêter. Alors que les combats s'intensifient, l'armée congolaise, appuyée par 14 000 casques bleus et des troupes régionales, subit de lourdes pertes. L'ONU signale que plus d'un tiers des habitants du Nord Kivu sont déjà déplacés. La prise de Goma pourrait aggraver la crise humanitaire. Nous, le peuple, n'avons besoin de rien d'autre que la paix. Nous n'avons pas d'électricité, pas d'internet, il n'y a rien. Nous sommes restés à la maison pendant 3 jours depuis lundi. Aujourd'hui, nous sommes sortis un peu, mais cette situation est invivable. Nous avons besoin de paix et nous avons vu Willy Ngoma. Si la paix est ici, il faudra qu'elle s'installe partout, même là où se trouvent nos frères. La communauté des États d'Afrique de l'Est tente une médiation, mais le M23 annonce vouloir administrer la ville de Goma. De son côté, Paul Kagame dément tout soutien au M23 malgré des rapports évoquant 4000 soldats rwandais en RDC.
Le pape François a exprimé mercredi ses inquiétudes liées à l'évolution de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Cette déclaration intervient alors que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés d'une grande partie de Goma, plus grande ville de l'est du pays, y compris de son aéroport, selon les Nations Unies. J'exprime ma préoccupation face à l'aggravation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager à la cessation des hostilités et à la protection de la population civile de Goma et des autres zones touchées par les opérations militaires. Une grande partie de la ville assiégée de Goma était calme tôt mercredi matin après que des milliers d'habitants ont fui la ville la veille sous les attaques de missiles. Je suis également avec préoccupation ce qui se passe dans la capitale Kinshasa. Nous espérons que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront le plus rapidement possible, tout en priant pour le prompt rétablissement de la paix et de la sécurité. J'invite les autorités locales et la communauté internationale à faire tous les efforts possibles pour résoudre le conflit par des moyens pacifiques. Le pape François fait référence aux attaques d'au moins 10 ambassades étrangères à Kinshasa, dont celle du Rwanda, de la Belgique, de la France et des États-Unis lundi par des manifestants. Les agresseurs ont exigé que la communauté internationale condamne le Rwanda pour son rôle dans le conflit. Le changement climatique et la contrefaçon de semences menacent la sécurité alimentaire au Kenya. Face à ces défis, de nombreux agriculteurs défendent les semences indigènes plus résistantes et plus adaptées aux conditions locales. Pourtant, une loi de 2012 criminalise l'usage, la vente ou le troc de semences indigènes non certifiées, imposant l'achat de semences hybrides coûteuses. Nous nous sommes rendus compte que certaines des variétés traditionnelles que nous avions délaissées sont en fait plus résistantes au changement climatique. Donc lorsque vous les introduisez, en particulier dans les zones de faible rendement, ces variétés sont plus performantes que les variétés améliorées. Et les agriculteurs les trouvent bien plus avantageuses. Malgré une législation stricte avec des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et $6 800 d'amende pour l'usage de semences non certifiées, des agriculteurs comme Francis Ngueri gèrent leur propre banque de semences indigènes. Je pratique l'agroécologie. C'est une forme d'agriculture biologique sans produits chimiques. C'est ce que nous pratiquons. Je conserve aussi mes propres semences, des semences indigènes. Pour se conformer à la loi, les agriculteurs kenyans ont 2 options. Faire certifier leurs semences ou en acheter qui le sont déjà. Dans les 2 cas, les coûts sont trop élevés, rendant ces solutions inaccessibles à la majorité des cultivateurs. Il ne faudrait pas que les agriculteurs, en particulier ceux des zones peu développées, commencent à penser que l'utilisation des semences indigènes est une pratique rétrograde. Loin de là, car certaines des variétés indigènes se sont adaptées au fil du temps aux conditions locales et sont donc plus résistantes. L'interdiction fait aujourd'hui l'objet d'un bras de fer judiciaire. Plus d'une douzaine d'agriculteurs ont porté l'affaire devant les tribunaux dénonçant une loi qui fragilise des millions de cultivateurs. Le verdict est attendu en mars 2025. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli ce mercredi son homologue kényan William Ruto qui effectue une visite d'État de 2 jours. Cette rencontre a abouti à la signature de 12 accords visant à approfondir la coopération entre Nairobi et le Caire. Outre ces accords bilatéraux, le président Ruto devra se pencher sur la crise en République démocratique du Congo. De son côté, le président égyptien a fermement rejeté la proposition de Donald Trump d'accueillir des Palestiniens déplacés en Égypte. Concernant les propos tenus sur le déplacement du peuple palestinien, je voudrais rassurer le peuple égyptien sur le fait qu'aucune atteinte à la sécurité nationale de l'Égypte ne sera jamais tolérée ni permise. Et je tiens à vous assurer que nous avons l'intention de travailler avec le président américain Donald Trump pour parvenir à la paix qui est fondée sur la solution à 2 États. Nous estimons que le président Trump est capable d'atteindre cet objectif tant attendu en apportant une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient.
Sur deux fronts distincts, les présidents Sisi et Ruto cherchent à préserver la stabilité régionale, qu'elle soit liée au déplacement des Palestiniens ou pour contenir la crise à Goma. Les procureurs de Rome enquêtent sur la première ministre italienne Giorgia Meloni et deux de ses ministres. Ces membres du gouvernement italien sont mis en cause dans le rapatriement du chef de guerre libyen recherché par la CPI, Oussama N'Djéhem. Mardi, Meloni a révélé cette enquête dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a précisé que les ministres de la Justice, de l'Intérieur et un sous-secrétaire sont également visés. Le gouvernement italien fait face à des critiques. L'opposition, des groupes de défense des droits de l'homme et la CPI leur reprochent la libération d'N'Djéhem. Soupçonné de crimes de guerre, le Libyen avait été arrêté à Turin sur un mandat de la CPI, mais relâché pour un vice de procédure. Pour le troisième jour consécutif, des milliers de Palestiniens du sud de Gaza ont marché à pied, à moto, à dos d'âne pour rentrer chez eux dans le nord ravagé par la guerre. Les Gazaouis ont entamé ce retour après le retrait des troupes israéliennes des deux routes principales en début de semaine. Le jour le plus difficile de ma vie a été le jour du cessez-le-feu, quand la guerre s'est arrêtée. Parce que le jour du cessez-le-feu, j'ai compris que ma maison était détruite. Où vais-je rentrer? Je vais d'une tente à une autre. Cette semaine a marqué la première fois depuis environ 16 mois que des civils ont pu rentrer chez eux. Plus de 376 000 Palestiniens ont atteint le nord de Gaza, a annoncé mercredi le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Et ce, depuis que les forces israéliennes se sont retirées lundi. Les Palestiniens se dirigeaient vers le nord, conformément à l'accord de cessez-le-feu de 42 jours qui a mis un terme à la guerre dans l'enclave.